8 juillet pour les précommandes, 15 juillet pour son arrivée officielle, le MacBook Air M2 est presque là, l'info vient d'Apple, c'est évidemment l'info de la semaine. Et quid d'un nouvel Apple TV potentiellement très différent en termes de design et de prix, peut-être dès la rentrée, on en parle dès le début de cette iWeek. Il fait chaud, très chaud, notamment à l'intérieur du MacBook Pro M2 13 pouces, 108 degrés Celsius mesurés avec l'unique ventilateur au maximum de ses capacités de refroidissement. Alors, Pro, vraiment, ce sera l'une des infos dans Pommes. Le prochain iMac tournera sous M3, vous voyez ce que ça veut dire en termes de délai, à suivre dans les rumeurs de la semaine. Et puis le dîner d'Eli, ce sera en mode buffet froid, mais sans Bernard Blier. Vous écoutez le 98e numéro d'iWeek, la semaine Apple, 45e numéro de la saison 2. Vous êtes peut-être en train de faire vos valises. Bonjour, bonsoir à chacune et chacun d'entre vous. Bienvenue à toutes et à tous pour ce rendez-vous du jeudi soir, le podcast de référence sur l'actualité Apple et son écosystème. Podcast indépendant, on ne le dit pas assez. Apple ne nous soutient pas et même nous soutient d'autant moins qu'on parle beaucoup d'eux. C'est mieux, parce qu'on est totalement libre au moins. Et notre liberté, on vous la doit en partie à vous, notre communauté, sur patreon.com/iWeek. Rejoignez-la et savourez chaque semaine désormais un bonus audio exclusif qu'on enregistre juste après le générique en mode « ça tourne plus mais en fait ça tourne encore ». Est-ce que vous savez de quoi on va parler les amis ? Salut à tous les deux, Fabrice et Ellie. Salut mon capitaine. Et ben non, en fait, on a commencé, on n'en a pas parlé, et ben on verra bien. C'est comme ça qu'on fait. En fait, exactement. De toute façon, c'est comme ça qu'on fait. En général, c'est le sujet dont on n'a pas pu parler pendant l'épisode qu'on vient d'enregistrer, qu'on se garde pour la fin. Donc, ce sera la surprise. J'espère que vous allez bien. Moi, je sors d'un Covid qui m'a épuisé. Coup de bol, mon jour vraiment de fatigue extrême, c'était hier. Aujourd'hui, ça va mieux. Et vous, comment ça va, les amis, Ellie et Fabrice ? Écoute, moi ça va, un peu fatigué, mais a priori pas de Covid, mais un peu fatigué, c'est la fin de saison, donc vivement les vacances. Donc c'est une retraite sans retraite, mais bon. Surtout avec ce qui arrive, on va en parler. Ouais. Et toi Fabrice, ça va ? Moi ça va bien, merci, ça va bien. En fait, moi j'ai pas bien vu arriver l'été, j'ai pas du tout le sentiment d'être en vacances ou proche des vacances. J'ai plein de boulot et j'étais en fait étonné d'entendre que le Tour de France était parti. C'est souvent une marque de début de vacances d'été et en fait il est parti sans moi. J'ai même pas su qu'il était parti. J'ai appris après. En fait. Donc je suis pas du tout en mode vacances. Du Danemark, c'est pour ça. Ouais, il était loin. Ça. Il est parti du Nord. Mais oui. Personne n'a vu passer les vélos. C'est vraiment très très loin de chez nous. C'est plus le Tour de France du coup, c'est le Tour d'Europe. Et non, ça tire vers le Tour d'Europe, c'est marrant. Bon, Fabrice Neumann, mentor en technologie, on te retrouve à la fois sur Twitter et sur ton site. Eh oui, toujours, pro-fusion-conseil au pluriel.fr. Et Elie Abitbol, cofondateur des magasins MCS dans le sud de la France, à Nice, Cannes et Aix en Provence. Voilà, on se retrouve tout de suite pour le premier sujet de cette iWeek. On va se poser une question, est-ce qu'il y a un nouvel Apple TV et pour bientôt, et à quoi pourrait-il ressembler ? A tout de suite. Aux États-Unis, Apple est visiblement en train de vider les stocks d'Apple TV HD et d'Apple TV 4K. $50 en carte cadeau Apple pour tout achat de ce petit boîtier qui en vaut 150, donc c'est quand même plutôt intéressant. Tant qu'il reste du stock, précise Apple, au plus tard jusqu'au 14 juillet, c'est-à-dire qu'on y est presque. Est-ce que ça veut dire, Ellie, qu'un nouvel Apple TV est pas loin derrière, à ton avis ? Écoute, il y a eu des rumeurs concordantes qui parlent d'un nouvel Apple TV. Je pense que oui, il y a des chances qu'à la rentrée, il y en ait un. Je pense aussi qu'on sera déçus si on croit que c'est vraiment un nouvel Apple TV, parce que ce qu'on a entendu, c'est il y aura un nouveau processeur qui sera un A14. Donc, c'est mieux qu'un A12. Mais on n'est pas dans le délire au niveau des fonctionnalités. Je ne pense pas qu'il aura un nouveau design. On en a parlé, mais vraiment, j'y crois pas.
Pas encore, parce que les futurs Apple TV, qui eux arriveront en 2023, au mieux si ce n'est pas 2024, ce serait le Apple TV barre de son, dont on avait parlé à un moment donné, et le Apple TV avec caméra qui peut suivre un utilisateur pour des... Mais ceux-là ne sont pas prêts, hein, donc c'est pas pour cette rentrée. Donc hélas, je crains que ce soit un Apple TV plus rapide, peut-être avec un peu plus de mémoire, parce que même les 64 Go maintenant, dès que vous enregistrez un épisode ou deux avec de la bonne qualité, ils commencent à vous dire « j'ai plus de mémoire, je sais plus quoi faire et tout ». Donc ok. Il serait peut-être temps, comme on peut rien connecter puisqu'il n'y a pas de connecteur, il serait peut-être temps que soit ils remettent un connecteur USB-C, qu'on puisse connecter un disque dur, un truc comme ça, ou alors qu'ils mettent plus de mémoire en interne. Hein. Mais c'est la seule chose que je vois. Ils ont parlé, comme ça je finis, d'une nouvelle télécommande. Mais alors, la dernière est pas vieille. Sachant qu'elle a déjà changé en septembre dernier. Oui, c'est pour ça. Ça m'étonnerait. Voilà. Les rumeurs, c'est ça. C'est processeur plus rapide et peut-être une nouvelle télécommande. Bon, en tout cas, sur le stockage, on sait maintenant qu'Apple a cessé d'acheter des 128 Go, n'est-ce pas, Fabrice? Alors sur le stockage, oui. Alors je suis un peu perplexe pour la capacité de stockage de l'Apple TV, parce que pour tout ce qui est film épisode, on stocke pas tellement, voire même pas du tout sur l'Apple TV. On stocke des jeux, mais il me semble pas qu'on puisse encore. Non, mais certaines émissions te permettent de stocker en local. Ah d'accord, ça je savais pas. Enfin, je veux dire certaines apps, pas forcément Apple. Hein. Oui, ouais. Du style MyCanal ou Netflix, mais j'ai pas essayé sur l'Apple TV. Mais en tout cas, tu peux stocker des choses. D'accord. Moi, j'ai d'autres applications de TV sur IP, etc. Si tu fais record, il record. Hein. Donc. D'accord, mais du coup, ça c'est, je sais pas, parce que c'est du coup des choses que je n'utilise pas. Le truc avec l'Apple TV, c'est qu'il faut vraiment ne s'attendre à rien, parce qu'on est toujours déçus en fait. Tous autant qu'on est là, tous les trois, on utilise ça, et moi j'utilise que ça pour regarder quoi que ce soit sur mon écran de télé. Mais à chaque fois qu'on a espéré que ça devienne quelque chose de plus puissant, justement, que ça puisse devenir une console de jeu ou quelque chose, finalement il s'est pas passé grand chose. Moi, en apprenant le potentiel nouveau processeur, ça m'a fait plutôt j'ai une pensée presque déprimante. Ça m'a fait penser à l'iPod. L'iPod on en a parlé il y a quelques semaines, qui est arrêté maintenant, mais le dernier iPod Touch, la mise à jour, c'est parce qu'il ne fabriquait plus le processeur qui était encore dedans. Alors ils sont passés de la 8 à la 10 parce que l'autre était même plus fabriqué. C'était juste ça, hein, c'était pas pour faire un nouveau modèle. Donc pour moi, l'Apple TV est un peu comme ça. C'est dommage, je m'en sers tous les jours, tout le temps. Je pourrais pas vivre sans, etc. Ouais. Et à chaque fois, ça fait des années que j'espère que ça devienne un peu plus une console de jeu. J'ai des manettes de jeu que j'utilise avec, etc. Mais c'est quand même, ça rend pas beaucoup de services de ce point de vue-là. C'est toujours décevant, les mises à jour, c'est dommage. Et puis surtout, s'ils pouvaient le rendre compatible avec les standards du marché, ils le sont déjà en partie avec Dolby Vision et Dolby Atmos, mais s'ils pouvaient nous libérer le son au-delà du 5.1, parce que l'Atmos c'est bien, mais l'Atmos ça va au-delà de 5 enceintes. Donc, et c'est bloqué matériellement par Apple, alors que tu achètes une petite box Android à 50 €, tu fais autant de canaux que tu veux. Hein. C'est pas pour leur faire de la pub, j'aime pas. Mais il faut reconnaître que ça le fait, quoi. Bon, donc l'hypothèse d'un redesign de l'Apple TV, éventuellement d'une version très peu chère sous forme de stick qu'on pourrait brancher à l'arrière de sa télé, ça vous semble pas plausible ? Mais non, franchement, j'y crois pas tellement, parce que faire plus petit, le problème, ou du coup, ce serait avec des fonctions très très réduites, parce que si tu mets un A14 dedans, il faut quand même un peu de dégagement de chaleur, donc tu peux pas mettre ça dans un stick. Les sticks, je pense pas que ça se vende tellement finalement. Et puis la politique d'Apple pour l'instant, c'est plutôt d'élargir sa présence directement sur les Smart TV, plutôt que d'avoir à gérer elle-même de nouveaux appareils, quoi. Donc je crois pas tellement. Mais ça ils ont déjà fait, ils ont déjà passé des accords avec LG, avec Samsung, avec les principaux fabricants de télé. Donc oui, mais bien sûr, je pense que ça continue. Ils sont pas sur toutes les télés. Ils sont pas sur toutes les télécommandes, c'est-à-dire que il y a plusieurs étapes. Il faut que la télé soit compatible, ça c'est bien. Et en plus, si tu peux avoir un bouton Apple TV+ sur la télécommande
plutôt à côté du bouton Netflix qu'il y a sur certaines de télécommande déjà. C'est ça la vraie bataille. Elle est là. Hein. Vous avez déjà vu une télécommande de télé avec le bouton Apple TV+? Non, justement. Non. Non, aucune. Non, mais justement, je pense que c'est là qu'ils veulent aller. Pour le boost, quand même, c'est sur les services. Hein. Ils veulent aussi, ils boostent le sport. Donc, avoir un bouton Apple TV+, pour aller regarder du sport, je pense qu'Amazon Prime aimerait bien avoir un bouton sur certaines télécommandes parce que les gens vont regarder du foot et on a du foot sur Amazon Prime aujourd'hui. Donc, la bataille, elle est là, elle n'est pas sur un petit stick à 50 balles que Apple n'a pas envie de faire en plus. Un stick style presque USB là, à 50 €, Apple va pas se battre là-dessus. Hein. Puis ça poserait des problèmes parce que si tu ne te reposes que sur le Wi-Fi, tu atteins des limites dans la qualité. Moi, j'utilise qu'une connexion Ethernet giga parce que sinon, quand tu veux streamer un film en maxi qualité, etc., tu perds. Hein. Donc, en Wi-Fi. Hein. Donc, non, je n'y crois pas. Ça ne rentrerait pas dans un stick. Et puis, le marché d'Apple pour un stick qui serait à 49 € s'ils veulent se battre avec Amazon, avec leur écosystème de marge, etc., non, il faudrait qu'ils mettent un stick à 99 €. C'est le price point le plus bas de la gamme Apple, c'est le HomePod mini aujourd'hui en termes de produits. Hein, donc, et à 99 €, il serait beaucoup plus cher que les sticks. Donc, Ouais. Non, et puis franchement, pour faire un petit salut à notre cher Gilles Dounès, je vais donc parler de Steve Jobs à sa place comme j'avais déjà fait. Ça me rappelle la réponse de Jobs quand on lui avait demandé il y a longtemps pourquoi vous faites pas des tout petits PC là, des trucs pas chers, et il avait dit je paraphrase, mais parce que nous on sait pas faire de la merde. Et donc il avait dit ça, hein, we don't do crap or something like that. Et donc et voilà, donc ils vont pas faire un truc à 50 balles, c'est pas possible. J'y prends pas une seconde. Donc on s'est posé la question, et si un nouvel Apple TV sort en mois de septembre, on aura en partie eu raison et en partie eu tort. C'est tout l'avantage de pas trop dire de choses et de bêtises au début de l'été. On va l'acheter quand même, mais bon. Oui, c'est ça. Ouais. En tout cas, moi, je suis un fan de l'Apple TV. Je m'en sers aussi tous les jours. Et dès que je passe par un service de télé autre que la TNT, je suis sur mon Apple TV. Donc, je ne pourrais pas m'en passer. Allez, on marque une toute petite pause et on aborde le sujet qui va beaucoup t'occuper dans les jours qui viennent, Ellie. C'est celui de l'arrivée du MacBook Air M2. À tout de suite. Il arrive. Un mois jour pour jour après avoir annoncé le MacBook Air M2, Apple a donc officialisé en ce 6 juillet l'arrivée de son nouvel ultra portable le 15 juillet prochain avec ouverture des précommandes demain, vendredi 8 juillet. Alors j'imagine, Ellie, que l'arrivée d'un nouveau Mac le 15 juillet, lendemain de la fête nationale, ça pose des problèmes logistiques quand on est en France, n'est-ce pas ? Ben oui, parce que les États-Unis ou l'Europe ne connaissent pas le 14 juillet, bizarrement. Hein. Oui. Ils ont dû oublier ce petit détail et donc, comme d'habitude, ils nous incitent vivement à mettre en place les magasins le 14 juillet à la fermeture du magasin, ce qui va être un peu compliqué. Et comme on ne peut pas les déballer avant, ça va être dur, hein, parce que tu sais qu'il y a plein de démos, il y a des gigas et des gigas de démos à installer. Hein, donc... Alors comment tu vas faire ? Parce que le 14 juillet, effectivement, tous les magasins de France, enfin la grande majorité sont fermés, c'est un jour férié, évidemment. Comment on fait dans ce cas-là ? Est-ce que vous allez avoir droit à une forme d'exception ou... Non, en fait, il y a une exception tacite qui dit que pour les machines de démo et uniquement les machines de démonstration, on a le droit de les allumer parce qu'en fait, il y a un code spécial qu'on doit rentrer, enfin qui est prêt, qui s'affiche sur un système Apple. Ce qui fait que dès que la machine est allumée et qu'elle capte un Wi-Fi, quoi que tu fasses, avant même que tu puisses toucher, il te dit « Ceci est une machine de démonstration ». Tapez le code que vous avez pour le confirmer et dès que tu tapes le code, Apple s'en empare et la machine n'est plus à toi. C'est-à-dire qu'à la seconde où tu as vu le Wi-Fi arriver, c'est mort, tu ne peux même pas dire « Je vais faire un bench ». Non, c'est fini. La machine n'est plus à toi. Et donc là, je pense qu'avec un peu de chance, si le 13
ce que j'espère, on reçoit au moins nos unités de démo, parce que sinon, s'ils ont prévu une livraison par transporteur le 14, ça va être chaud. Hein. Ah, ça va être chaud. Aïe, aïe, aïe. Mais bon, pour peu qu'on les ait le 13, ça veut dire que au moins, mes modèles de démonstration, je pourrais les allumer, je pourrais voir l'écran s'allumer, et je perdrai le contrôle jusqu'au 15 au matin. Donc bon, écoute, ce sera la surprise, je vais découvrir en même temps que les clients. Alors, cette date du 15 juillet, elle a été un petit peu éventée par le plus célèbre des youtubeurs américains, Fabrice. Ouais, que je ne connaissais pas, j'ai honte. Un des plus célèbres. Je savais pas que MKBHD, MKBHD en français. C'est un team, il a 15 millions d'abonnés. Ça fait donc... Ça fait, je sais plus, 13-14 ans qu'il fait des vidéos. C'est rigolo, il a commencé, il avait, 14 ans. Il a fait une vidéo il n'y a pas très longtemps où il reprenait un peu l'historique de ses propres vidéos. Il se regardait lui-même, c'était marrant. Mais voilà, donc le plus marrant, je pense que c'est orchestré. Il y a eu des news comme quoi, tiens, il s'est planté, etc. Ça m'étonnerait parce que là, c'est un très grand professionnel. Il testait c'est Marques Brownlee, son vrai nom. Ouais, Marques Brownlee, c'est ça. Il testait un téléphone Android et dedans on voit, donc on le voit l'utiliser, on le voit le téléphone dans sa main, il fait défiler, puis il y a un widget de calendrier, dedans il y a marqué MBA pour MacBook Air, annoncé le 8, briefing MacBook Air le 8, quoi, voilà. Ah. Voilà, donc du coup la question c'est pas tellement de savoir si il s'est planté, c'est la question c'est est-ce que Apple l'a autorisé ou est-ce que il a été chatouillé un petit peu les NDA, donc les accords de non divulgation là, sans le dire, etc. C'est difficile à dire, hein, parce que il a beaucoup de puissance, hein. Il a tellement de vues, il a beaucoup de puissance, donc du coup je sais pas trop. Enfin bon, c'était rigolo. Apple va pas se fâcher avec lui non plus, hein, pour ça. Je pense pas quand même. Non. Je pense qu'ils ont intérêt, effectivement, à ce qu'il y ait un peu de buzz autour de cette machine, vu le succès, on va dire, mitigé pour l'instant du MacBook Pro 13, qui n'est pas une si mauvaise machine que ça, mais honnêtement, tout le monde s'accorde pour la critiquer aujourd'hui. C'est peut-être un peu injuste. Je ne dis pas qu'elle est parfaite, mais bon. Ça se vend, si mauvaise Ellie que ça. Ça se vend? Non, hélas. Ah, oui. Pas assez. Un tout petit peu, mais pas assez. C'est pas un lancement de produit Apple. C'est comme si on avait lancé justement un petit truc à côté, quoi. Et est-ce que tu as le sentiment que c'est à cause du bad buzz ou à cause de l'ombre du MacBook Air M2 qui va arriver? Les deux. Il y a un phénomène très très important qu'on a déjà vu dans le passé, c'est quand il commence à y avoir un bad buzz sur un produit Apple, il y en a déjà eu dans le passé, les gens mettent longtemps à réagir. C'est-à-dire qu'au départ, ils disent non. Et puis au bout d'un certain temps, ils disent mais il continue à se vendre. Bon, finalement, il y en a peut-être qui ont un peu exagéré. C'est peut-être pas si mauvais que ça, donc ils viennent voir. Mais au départ, s'il y a bad buzz, ça freine les ventes, c'est clair. Et après, évidemment, tout le monde attend de voir, au moins de voir, à quoi ressemble le nouveau MacBook Air. Tu sais, on a connu ça lorsqu'il y a eu les iPhones qui avaient été annoncés en 2 vagues. Et les gens attendaient de voir arriver les produits qu'ils voulaient voir vraiment avant de dire finalement je vais prendre le moins cher même. Mais ils ont vu à quoi ressemblait en fait le flagship. Et le flagship quand les deux modèles entre guillemets grand public étaient sortis avant les deux modèles pro, hein, c'est ça. C'est ça, exactement. C'était quelle gamme? C'était le 12, non? Il y en avait un qui avait été décalé. C'était l'an dernier? Oui, je crois, c'est là où il nous manque la mémoire incroyable de Gilles pour ces trucs-là, mais... Je crois que c'était l'an dernier. Donc ça devait être l'iPhone 12. C'était le 12, quand ils ont... Ou alors c'était le 11, c'était l'année de la pandémie, le 11. Mais il y avait eu aussi, je crois que c'était lors de la sortie de l'iPhone 10, il y avait eu un lancement en 2 phases aussi déjà. À chaque fois qu'il y a un lancement d'un produit annoncé, mais on te dit le premier est disponible la semaine prochaine, le prochain sera disponible dans 1 mois, à chaque fois on dit à Apple... ça va bloquer les ventes. Ils disent mais non, puisque celui-là est là. Ben non, les gens ils vont vouloir comparer. Ils vont vouloir voir les 2 tailles d'écran, ils vont vouloir voir la qualité des écrans pour voir pourquoi celui-là est moins cher, il est disponible tout de suite. Ils disent oui, mais peut-être que celui qui va arriver après, il est un peu plus cher, mais il est peut-être plus beau, donc c'est compliqué des fois. Les Français en tout cas aiment tester. Il y a eu une enquête très sérieuse, puisqu'Apple a plein de moyens pour faire des enquêtes, comme vous le savez.
89% des utilisateurs vont dans un magasin avant de décider s'ils achètent dans un magasin ou en ligne, mais ils veulent voir physiquement le produit. Voilà, 89% des utilisateurs Apple. C'est quand même énorme. Énorme. C'est pour ça d'ailleurs que Apple insiste beaucoup sur les magasins physiques, que ce soit des Apple Store ou des APR. C'est suivant la taille des villes, bien sûr, aujourd'hui. Mais c'est pour ça qu'ils essayent de mettre les APR presque au niveau des Apple Store, progressivement, parce qu'ils se rendent compte qu'il faut une présence physique. Et donc... Mais c'est malheureux pour nous à dire, mais ce qu'ils disent, c'est ils veulent que les gens puissent aller voir dans un magasin les produits physiquement et qu'on leur explique comment ils marchent. Et ensuite, les clients décident librement s'ils veulent l'acheter sur place ou s'ils veulent le commander en ligne. L'important, c'est qu'ils puissent le voir. Bon, en tout cas, ce MacBook Air M2 est promis un succès important. Je nuance juste parce que l'augmentation de prix est telle c'est ce que j'allais dire. J'attends de voir quelle sera la réaction du public sur le prix, mais en tout cas, il a tout pour être une excellente machine. Ces dates, donc 8 juillet précommande, 15 juillet sortie, on en avait un peu parlé déjà depuis une semaine. C'était la rumeur qui était en train de monter, c'est pas une surprise. Oui. Ce qu'on ne sait pas du tout, c'est quels seront les dispos. C'est-à-dire que oui, on va pouvoir en précommander, oui, on va pouvoir en vendre. Est-ce qu'on va en avoir beaucoup, très peu ? Est-ce que les CTO, parce que rappelez-vous que c'est des machines qui arrivent au départ en 8 gigas de mémoire. Donc ceux qui veulent un 16 ou un 24 gigas de mémoire, est-ce qu'il va falloir qu'ils patientent ? Parce que il y avait une époque où les usines Apple, au mois d'août, ne tournaient pas vraiment. La logistique, la distribution, tout ça, ça ne tournait pas vraiment, même les grossistes. Ça ne tournait pas vraiment au mois d'août. Donc, ça veut dire que mi-juillet, il y a quinzaine de jours dans lesquels on doit pouvoir livrer beaucoup de produits si jamais on en reçoit. Et puis après, il y a le mois d'août. Et le mois d'août en France, vous savez ce que c'est. Donc, est-ce que c'est fréquent qu'une machine aussi importante qu'un MacBook Air, un nouveau MacBook Air, sorte alors que les vacances ont commencé, qu'on est déjà au cœur de l'été? C'est quasiment jamais arrivé. C'est pour ça que je disais ça. C'est-à-dire que peut-être qu'Apple joue avec ce côté pénurie et ils vont se dire, les fans absolus qui le veulent, de toute façon, ils vont être là le premier jour, ils vont le prendre. Les autres, ils peuvent attendre un peu parce que ça peut être des machines de rentrée, par exemple pour l'éducation, s'ils veulent des MacBook Air, pour certaines écoles, c'est pas grave, ils l'ont vu, ils peuvent le commander et il y a quand même pas mal de chances que pour début septembre, ils puissent avoir les machines. Donc là, ça se passerait bien. Et pour ceux qui veulent un CTO, peut-être qu'ils peuvent attendre un peu aussi, parce que même prendront des vacances et ils retrouveront leur merveilleux M2 CTO à leur retour. Fabrice, je te voyais dodeliner quand j'ai posé la question à Ellie. Parce que je pense qu'il ne faut pas oublier la saison scolaire universitaire aux États-Unis qui commence plus tôt. Et donc la rentrée universitaire aux États-Unis, c'est plutôt mi-août. Donc le MacBook Air est considéré comme la machine entre guillemets parfaite pour les étudiants. Alors en ce qui concerne le MacBook Air M2 pour les étudiants riches, je pense qu'il faut qu'on revienne sur les histoires de prix parce que ça fait mal quand même. Mais il y a ça, et puis il y a d'autres critères aussi. Je pense qu'il y a la sortie, donc les précommandes le 8 et les premières livraisons le 15. Avec, je suis d'accord avec Ellie, et on peut s'attendre à des tensions sur les livraisons assez fortes. Donc du coup, le sortir plutôt mi-juillet plutôt que fin juillet, ça permet aux gens de faire des commandes et d'avoir le temps nécessaire pour les recevoir. Dans la limite donc des stocks disponibles qui seront vraisemblablement assez faibles. Mais c'est vrai que ça colle avec tes dates, parce qu'un CTO aujourd'hui c'est à peu près 3 semaines, donc quelqu'un qui commanderait le 8 peut quand même l'avoir pour la rentrée scolaire, y compris aux États-Unis. Ouais, donc je pense que voilà, c'est pas si étonnant que ça. Mais en revanche, il y a un truc moi qui pour les dates, donc le MacBook Air M1 est toujours disponible. Et alors difficile à trouver, mais disponible. Alors justement, mais c'est ça qui est marrant, quand on va sur le site d'Apple, là, au moment où on enregistre, la version 8 Go, elle est prévue en gros pour le 1er septembre, si on la commande maintenant. Mais si on en met 16, ça tombe au 19 août. Donc là, la version CTO, elle est plutôt inverse. Il semblerait que le CTO, c'est pour la version avec moins de mémoire. Ouais. Et c'est pareil si on passe de 256 Go de stockage à 512.
Donc peut-être quand même qu'ils s'attendent à vendre plus de 16 que de 8. Mais oui. Et pour les dates pour le M2, on le sait pas encore parce que du coup c'est pas mis à jour puisque les précommandes sont pas commencées. Mais donc voilà. Ce que je veux dire aussi, du coup, c'est que je saute sur la question du prix. Je trouve vachement difficile de comparer le MacBook Air M1 au MacBook Air M2, surtout dans le contexte du MacBook Pro 13 pouces M2. Si jamais le MacBook Air M2 a les mêmes, entre guillemets, on y reviendra tout à l'heure, problèmes que le MacBook Pro, il vaut mieux prendre un MacBook Air M2 avec 512 Go de stockage et pas 256. Et donc, on se prend 230 € supplémentaires si on veut pouvoir profiter de la vraie pleine puissance et rapidité des SSD. Et si je peux me permettre de compléter et de donner un conseil, si c'est pour une utilisation basique, quelques mails, un peu d'internet, etc., le 8 Go va très bien. Si on veut faire un travail un tout petit peu pro, même s'il ne s'appelle pas MacBook Pro, 8 Go, même sur un M1 ou un M2, on voit vite les limites des 8 Go. C'est assez bizarre parce qu'aujourd'hui, 8 Go, c'est une des machines qui a le moins de mémoire un peu aujourd'hui dans la gamme d'ordinateurs. Aujourd'hui, tout le monde est plutôt dans les 16 Go minimum. Souvent au-delà. Donc, 8 Go, c'est vraiment peu. Sur les prix, on peut faire un petit rappel quand même. Tu parlais du MacBook Air M1, Fabrice, donc il reste au catalogue. Son prix avant l'annonce du MacBook Air M2, c'était 1129 €. Il est repositionné à 1199 €, le même, MacBook Air M1 de base. Ça veut dire qu'il s'est pris 6,2%. Le MacBook Air M2, lui, arrive à 1499 €, sachant que le MacBook Air M1 était à 1129, ce qui fait 370 € de plus, 32%, 32,7% pour être tout à fait précis. Et du coup, c'est vrai que si on ajoute des options, on va se retrouver très vite à des niveaux de prix qui font qu'on va se poser... On peut commencer à se poser la question par rapport à un MacBook Pro 14 pouces. Bien sûr. On va se retrouver dans les mêmes problématiques que celles qu'on a déjà commencé à évoquer avec le MacBook Pro 13 pouces M2. Moi, c'est ce que me disent mes commerciaux. Oui, alors avec peut-être la différence que le MacBook Air va avoir pour lui la légèreté et la finesse. Encore plus que le MacBook Pro 14 pouces que toi tu utilises, Benjamin, et que ma chérie utilise aussi. Donc c'est une machine qui est assez fine, etc. Mais enfin, c'est plus lourd, c'est plus épais. Si on veut une machine vraiment portable, c'est pas... Non, j'entends bien, je te vois. Mais il faut que le prix soit plus léger aussi. Il faut que le prix soit plus léger aussi, sinon c'est pas forcément ça fait cher les grammes en moins. Hein. Alors c'est ça qui est marrant parce que si vous vous rappelez, on a tous un peu plus de 25 ans. Quand on était, je te remercie. Quand on était plus jeune, donc plus c'était petit, plus c'était cher. Hein. La miniaturisation, ça coûtait très très cher à faire. La fabrication est plus difficile, etc. C'est marrant parce que il y a pas de. Globalement, je suis pas sûr qu'il y ait une raison objective pour que les ordinateurs plus petits soient moins chers que les plus grands. Ça n'a pas tellement de sens. Et je trouve que pour les voitures, c'est pareil. C'est l'entrée de gamme. C'est pas une histoire de taille. C'est parce que c'est un modèle d'entrée de gamme. La gamme Apple portable démarre sur le MacBook Air. Oui, mais peut-être que c'est ça qu'ils sont en train d'essayer de changer. Un MacBook Air avec M2, avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage, c'est pas un ordinateur d'entrée de gamme. Non. Et donc, ça coûte 2000 €. C'est le modèle exécutif pour le patron, soit qui se la pète, soit qui en a besoin. Mais c'est pas un ordinateur d'entrée de gamme. Tu vois, c'est ça que je veux dire. Et du coup, après, on retombe sur des usages. Oui, c'est ça. Voilà. Ceux qui veulent un ultra portable prendront celui-là parce qu'il est ultra portable. Maintenant, quelqu'un qui s'en fiche un peu du poids, parce qu'il peut soulever, il est jeune, ou qu'il ne le déplace pas très souvent. Honnêtement, le 14 pouces, il y a quand même aujourd'hui une puissance qui est supérieure, un écran qui est meilleur, et surtout, il y a une sortie HDMI, un lecteur SD, il y a plus de ports. Donc, franchement, à différence de prix faible, la question se pose entre un oui.
Non, mais la question se pose véritablement, mais pas en termes, je trouve, d'entrée de gamme. Ce que je veux dire, c'est que globalement, on en revient quand même à la situation que, on l'évoquait tout à l'heure pour l'Apple TV, il n'y a pas d'entrée de gamme chez Apple. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de truc pas cher, il n'y a pas d'entrée de gamme. Si tu veux un ordinateur à 500 balles, c'est pas chez Apple que tu vas le chercher. C'était le MacBook Air quand il était à 1000 euros. Oui, bien sûr. Mais pendant longtemps aussi, le MacBook Air, il est resté à 1000 euros et il était vieillissant quand même. Hein. C'était 1000 euros. Ils ont fait un effort surhumain pour avoir une machine en fin de vie à 1000 euros. Ils n'ont plus de machine en fin de vie, là. Même le MacBook Air M1, il n'est pas encore en fin de vie. Donc, je pense qu'on est en marche vers une hausse de la gamme, en fait. Voilà, l'entrée de gamme, l'ordinateur pas cher, entre guillemets, chez Apple, je pense que ce sont des accidents. C'est pas la majorité du genre, comme disait l'autre. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'aux États-Unis, juste pour finir avec ça, comme ils raisonnent hors taxe, et ils présentent des prix qui, eux, sont tout à fait... qui semble raisonnable, puisque le MacBook Air M1, je suis en train de regarder le site US, est à $999, prix psychologique, inférieur donc à $1000, et le MacBook Air M2, lui, il est à $1199. Il est quand même beaucoup moins cher qu'en France, mais attention, c'est du hors-taxe. Ouais. Enfin, il est moins cher, il est moins cher même TTC, je crois. Si on oui, bien sûr. Donc là, ils ont gardé le même prix qu'avant. C'est ça le truc. Ouais. Ils l'ont pas augmenté de $300, hein, même hors taxe. Il y a la taxe euro quand même. Hein. Voilà. Ouais. Pratiqué par tous les constructeurs américains. Hein. Le prix d'un logiciel Adobe entre les États-Unis et l'Europe, ça fait mal. Hein. Pourtant, c'est du soft. Hein. 1499 €, ça c'est le prix de départ TTC en France. 1384 € pour le tarif éducation. Et puis alors après... les adaptateurs secteurs, alors là, je sais pas lequel de vous deux veut s'amuser avec, mais c'est à n'y rien comprendre, pardon. Hein, mais, c'est juste 20 € de plus, c'est simple. Vous voulez que je vous lise le paragraphe là ? Oui. Ouais, vas-y. Du communiqué d'Apple. Fais-nous mal. Des caractéristiques techniques supplémentaires ainsi que des détails sur les accessoires Apple, dont l'adaptateur secteur USB-C 30 watts pour 45 €. L'adaptateur secteur compact double port USB-C 35 watts pour 65 €. L'adaptateur secteur double port USB-C 35 watts pour 65 € compatible avec le kit de voyage Apple pour 35 €. Et l'adaptateur secteur USB-C 67 watts pour 65 € sont disponibles sur apple.com/fr/mac. Yes. Précision, l'adaptateur secteur compact double port USB-C 35 watts est disponible dans les pays suivants: Canada, Chine, États-Unis, Japon, Mexique, Philippines, Taïwan et Thaïlande. Merci. Ça tombe bien. Alors qu'est-ce qui est livré avec le MacBook Air M2 ? Un adaptateur secteur USB-C 30 watts avec un seul port. D'accord. Oui, et un câble. Donc c'est celui qui est vendu 45 € si on veut le racheter. C'est ça. Oui. Alors que sont tous les autres ? L'adaptateur secteur compact double port USB-C, il n'est donc disponible que dans ces pays-là, le compact. Alors si tu rajoutes le prix du billet d'avion pour aller l'acheter... Non, le compact, c'est celui dont la prise se replie dedans, je pense. Parce que c'est celui-là qui n'est disponible que dans les pays que j'ai cités à la fin. Donc mais oui, pas parce en France. Avec nos prises françaises, on ne peut pas faire des pointes là qui se plient. Voilà. Ouais. Donc en France, on ne trouve que l'autre adaptateur secteur double port USB-C 35 watts, donc qui vaut 65 €. Oui, c'est normal. Si on le choisit en option avec le M2, on paye 20 € de plus. Non, il ne se replie pas, c'est forcément plus cher, il est plus grand. Alors attends, récapitulons. Il y a l'adaptateur secteur 30 watts qui est livré avec, qui vaut 45 € si on le rachète. Oui. Ensuite, en 35 watts, il y a deux adaptateurs. Il y a celui qui se replie, qui s'appelle compact, qui n'est pas dispo en France. Déjà. Et celui qui se replie pas, qui est dispo en France. Oui. Donc 35 watts, double port USB-C, 65 € si on le veut en option, donc en plus. Et puis après, il y a l'adaptateur secteur
USB-C 67 watts. Oui, il charge plus vite. D'accord. Mais qui n'a qu'une seule prise USB-C. C'est ça. Oui. Et c'est à tomber par terre de conneries quand même. Parce que Mais non. un chargeur, un chargeur qui mériterait d'avoir plus d'une prise, c'est bien celui qui délivre le plus de puissance quand même. Parce que tant qu'à faire, on pourrait charger justement 2 MacBook Air avec. Ah, mais ce serait encore plus cher. Eh ben oui, ma bonne dame, vous avez raison. Ouais. Non mais c'est terrifiant. Donc en gros, si vous avez un budget de 65 watts pour acheter un autre adaptateur, pour le même prix, vous avez le choix entre le double USB-C 35 watts ou le mono USB-C 67 watts. J'ai bien résumé ? Sachant que tu as dit qu'on avait un budget de 65 watts. Exactement. Ah, 65 Je crois que j'ai mis les doigts dans la prise. Voilà, exactement. Bon, on fera pas mieux. Bon, on n'a pas dit un mot sur le point le plus important quand même de ce MacBook Air. On n'a donné aucune des caractéristiques. Hein. Rien. On suppose qu'on les connaît maintenant. 4 finitions. Minuit, c'est donc le bleu. Hein. Yes. Le bleu très foncé, ouais. Ouais, c'est le bleu noir. Plutôt du bleu... gris, hein, du gris anthracite. Ah bon, mais tous ceux qui l'ont vu, ils disent bleu foncé. Bah, c'est un bleu, mais moi, c'est plus de... Midnight, c'est une couleur aujourd'hui chez Apple qui est plutôt du gris très foncé. Mais on verra quand on l'aura sous les yeux. Hein, mais c'est vrai que parce qu'il y a le gris sidéral aussi, toujours. Hein. Faudrait pas confondre les deux. Hein. Je suis sûr de ce que tu dis. Ah oui. Oui. Le MacBook Air est disponible dans les finitions minuit, lumière stellaire, argent et gris sidéral. C'est vrai, tu as raison. Bon, on va dire que minuit c'est bleu. Bon, il n'a pas l'air, mais d'accord. Lumière stellaire, c'est quoi ? C'est de l'argent nouveau. C'est un argent. Bah, c'est comme les iPhones, il y a du Midnight hein, dans les iPhones. Vous avez l'argent vieux. Qui s'appelle argent. Ah bah il y avait l'ancien franc et puis le nouveau franc. Et puis l'argent nouveau qui s'appelle lumière stellaire. Mais non, parce qu'il n'y a plus l'ancien argent, il n'y en a plus. Lumière stellaire, c'est jaune. Ah bah il s'appelle encore silver, hein, argent. Non, parce qu'aujourd'hui, tu as un Midnight, un Starlight qui remplace en fait le Gold, mais il n'est pas vraiment le Gold. Et en fait, effectivement, tu as un Silver, c'est vrai, tu as raison, donc les 4 couleurs. Mais le Starlight... Ben, c'est bizarre parce que ça a l'air... Dans le cas des iPhones, ça avait remplacé la couleur argent, mais là, c'est une sorte de rose très pâle. C'est très bizarre. Hein. Tant qu'on le verra encore une fois. Rose gold. Ouais, c'est ça. Atténué. On est très curieux de les voir. De toute façon, on sait, nous, qu'en démonstration dans nos magasins, ça, on le sait déjà, on aura un Midnight et un Starlight. Donc les deux nouvelles couleurs, on va dire. Voilà. Oui. Juste pour se rafraîchir les idées, qu'est-ce que ces MacBook Air M2 ont de remarquable au niveau des caractéristiques ? Qu'est-ce qu'on peut rappeler ? Le processeur. Merci. Merci, professeur Eli. Alors oui, processeur donc M2, est-ce qu'il va chauffer comme le MacBook Pro M2 ? Mais non, c'est une... Et est-ce qu'on va avoir les mêmes déconvenus avec le SSD que sur le MacBook Pro M2 ? Alors ça dépend de la capacité. En version 256 Go. Aïe, je sais pas. Oui, j'aurais envie de dire probablement, parce qu'il y a de très grandes chances que la carte mère soit quasi identique. Hein. Là, on a bien vu, pour les vidéos de démontage du MacBook Pro 13 pouces, la carte mère est minuscule. Donc ça rentre évidemment sans problème dans le MacBook Air, et ce serait bizarre que Apple fasse 2 cartes mères différentes pour un même processeur et des caractéristiques sur le papier totalement similaires. Oui. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure que pour le prix le vrai prix du MacBook Air M2, c'est pas tellement 1499, c'est plutôt 230 € de plus au moins pour avoir 512 gigas de stockage. Et puis je suis assez d'accord avec Eli, il vaut mieux si on peut passer à 16 gigas, donc on est à 1959 €, quoi. Voilà. C'est ça, hein. Plus 30 watts, donc pour le budget de... Non, mais si on veut une machine correcte, on est à 2000 €. On est à 2000 €, ouais. Oui, mais le problème, c'est que dès que tu sors des 8 gigas, tu es en CTO, hein, donc ça veut dire que tu peux pas repartir avec. Hein. Et oui. Parce qu'il n'y a pas un modèle en standard en 16 gigas.
C'est ça qui manque dans les Non, config. voilà, ouais. Même si peut-être les dates seront similaires, on n'en sait rien, si on se base sur ce qu'on a vu des dates tout à l'heure pour le MacBook Air M1. Sinon, moi, il y a quelques autres caractéristiques qui diffèrent un petit peu pour rappeler quand même entre le M1 et le M2. Il y a un écran qui est légèrement différent puisqu'il y a une encoche. Donc il y a une diagonale qui est un petit peu supérieure par rapport à l'écran du MacBook Air M1, et 13.6 au lieu de 13.3. La luminosité de l'écran est légèrement supérieure, passe à 500 nits pour rattraper celle du MacBook Pro. Du coup, c'était un des avantages du MacBook Pro 13 pouces. Et la caméra Et la caméra, du coup, la webcam qui devient une caméra HD 1080p, c'est ça. qui doit sûrement être très correcte, la même que celle des iMac, etc. Et il est légèrement plus léger que le MacBook Air M1, 1,24 kg contre 1,29. Voilà. Le MacBook Pro 13 pouces, lui, fait 1,4 kg. Et puis, puisqu'on en parlait, je suis en train de regarder le MacBook Pro 14 pouces M1, etc. Lui pèse 1,6 kg. Voilà. Wow. Donc c'est pas la mort non plus, quoi, effectivement, en termes de différence de mais poids, il est plus etc. épais. C'est moi, ce qui me gêne, c'est l'épaisseur de ces machines actuellement. Bon, je sais pas, Benjamin, toi tu l'utilises au quotidien, mais est-ce que c'est vraiment gênant? Je pense qu'il est aussi plus solide, plus compact, plus... Ah bon, moi je le trouve extrêmement rassurant, moi, le MacBook Pro 14 pouces. Bon, tu veux dire qu'il faut que je l'achète, ça y est. En tout cas, j'ai refait la simulation. Hein. Si on veut 16 Go et 512, on est à 2079. On est à plus de 2000 €. Pourquoi j'arrive à 1959, moi? Parce que tu as des prix. Alors, j'ai peut-être pas pris le modèle de base. Oui, c'est ça, t'as pris le modèle avec j'ai 10 cœurs GPU. Voilà. Non, c'est vrai, je me suis lâché. Tant qu'à faire. Excusez-moi, j'ai osé. Non, du coup, passer de... Alors, c'est ça, 1959. ça aussi, du coup, le M2 il sera disponible en deux versions de, entre guillemets, de base, 8 cœurs CPU et 8 cœurs GPU, ou 8 cœurs CPU et 10 cœurs GPU. Et là, du coup, 2 cœurs GPU en plus, ça ne coûte que 120 watts, je veux dire 120 €. Mais est-ce que ça a un intérêt, franchement, de passer de l'un à l'autre? Mais ça dépend si tu veux faire chauffer le processeur ou pas. Non, franchement, ça dépend quelle température vous voulez. Je pense que ça n'apporte rien du tout. Non, je pense pas non plus. Bon, en tout cas, on vous souhaite beaucoup de courage si vous comptez commander ce MacBook Air M2 à partir de ce vendredi 8 juillet. On va suivre évidemment l'évolution des stocks, des délais dans la quotidienne iWeek. On va vous tenir au courant de tout ça. On espère vous avoir donné en tout cas les principales clés pour vous décider entre ces différents modèles de Mac portable en prévision de la rentrée et de votre année prochaine. Vous avez toutes les cartes en main. Il est l'heure dans cette iWeek de s'intéresser aux autres news de la semaine. C'est Pommes. Et puisqu'on parlait de ce M2 qui nous réserve bien des surprises, on va revenir sur cette expérience publiée par Vadim Yuriev de MaxTech, qui a poussé le MacBook Pro 13 pouces M2 dans ses retranchements avec un fichier vidéo en ProRes RAW, donc le codec le plus lourd, une vidéo 8K. Et il a lancé l'export sur ce MacBook Pro et il a regardé comment réagissait le processeur, le ventilateur, la bébête. Ça lui a donné une température de 108 degrés Celsius au maximum. Avec un ventilateur. Tu parles de l'ordi, hein, pas de Vadim. Oui, Vadim devait être aussi chaud que le processeur, je pense. En tout cas, le ventilateur tournait à 7200 tours minute à fond. Le processeur s'est auto-verrouillé en fait en arrivant à cette température. Il est redescendu en fréquence avant de commencer à remonter et puis de redescendre à nouveau. Est-ce que c'est inquiétant d'avoir un ordinateur qui chauffe autant et qui se dégrade autant en performance aussi quand on appelle cette machine un MacBook Pro?
Ben, écoute, au départ, on en avait parlé dans la quotidienne et ça semblait effectivement très inquiétant. Depuis, il y a eu un certain nombre de réactions à ça et des gens qui ont dit oui, mais Vadim, il est super connu pour faire des vidéos comme ça où il trouve le moyen de pousser les trucs à fond parce que comme ça le met en valeur, mais dans une utilisation normale, personne n'arrivera à ça. Regardez les autres vidéos qu'il fait, c'est un mec qui est spécialisé pour faire ça. Donc, histoire de dire, non mais attendez, oui, dans certains cas on peut y arriver, mais vous allez avoir un utilisateur sur 1 million qui risque de reproduire ça. Donc, c'était un peu pour tempérer. Je ne sais pas si c'est des commentaires poussés par Apple ou pas. Apple a reconnu que dans certaines utilisations, le processeur pouvait monter à 100 degrés. Il n'a pas parlé de 108, mais ils ont dit ça peut monter à 100 degrés dans certains cas, c'est prévu dans nos calculs et ça ne met absolument pas en danger la machine. Et ils ont dit, dans des utilisations qui sont des utilisations professionnelles très extrêmes, qui ne sont pas forcément les utilisations prévues pour ce type d'ordinateur. Histoire de dire, si vous voulez jouer avec du ProRes 8K, avec tous les réglages au maximum, vous avez plutôt intérêt à acheter un MacBook Pro. Bon, bah c'est un MacBook Pro. Oui, non, mais... Ah, le joli lapsus, Célie. C'est tout le problème. Dans ma tête, c'était un 14 ou un 16, mais oui. Tu as raison. Non, piégé, j'avoue. Fabrice. C'est tout le problème, parce que c'est une machine qui s'appelle Pro. En fait, on t'aime, Elie, évidemment. Je pense que Apple tombe dans son propre piège, justement, et qui est que aussi... on est dans de la définition sémantique parce que c'est quoi un pro ? Et à vrai dire, mais ils confondent un peu marketing et utilisation, non ? Mais je suis pas alors, oui et non, c'est-à-dire que je suis vraiment entre les deux là-dessus parce que la démonstration qu'a faite Vadim, oui, on peut monter à 108. C'est très surprenant parce que le M1 n'est jamais monté à ce niveau-là. La première chose qui m'étonne, c'est ça, c'est que qu'est-ce qui se passe si le M2, qui est juste la deuxième génération d'Apple Silicon, est déjà capable de monter à ce niveau-là, alors il y a comme un problème quand même. Mais est-ce qu'il n'y avait qu'un seul ventilateur sur le MacBook Pro 13 pouces M1 déjà ? Oui, c'est exactement la même caisse. Hein. Ok. D'ailleurs, pour faire l'anecdote, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a, semble-t-il, des MacBook Pro 13 pouces M2 qui sont vendus dans des boîtes où il y a marqué MacBook Pro M2, mais en fait, c'est un autocollant qui cache l'endroit où il y a marqué MacBook Pro 13 pouces M1. Donc, ils ont même réutilisé des boîtes. Le carton a augmenté aussi. Les cartons, ouais. Le prix du carton a augmenté aussi. C'est exactement la même chose avec un M2 dedans. Alors, peut-être que c'est à cause de ça que, du coup, l'enveloppe thermique n'est pas suffisante. Mais le M1 est jamais monté à des niveaux comme ça, quoi. Donc, est-ce que Vadim l'a testé ? Pareil, ils ont poussé... Oui, je crois qu'il a fait le même test sur le M1. Ouais. Vadim et Max, là, s'ils sont deux frères, ils font des tests à tire-larigot comme ça tout le temps. Donc oui, bien sûr. Donc voilà, ça pour moi c'est peut-être plutôt ça, c'est que ce soit pas un danger pour la machine. Oui, on a bien vu les processeurs Intel, ils ont toujours fait 100 degrés, même à l'arrêt presque, sans que ça pose problème. Mais là, mais si le M2, la deuxième génération, est déjà potentiellement à monter en température comme ça, je ne sais pas ce que ça présage pour la suite. C'est ça qui m'inquiète le plus. Après, pour moi, il y a une vraie question sémantique. C'est quoi un pro ? Pour moi, c'est la même question que on peut pas travailler avec un iPad. Le problème, c'est que on peut pas répondre à cette question parce que c'est quoi le travail ? Quelqu'un qui fait des tableaux Excel sur un iPad, c'est pas génial. Un graphiste, il vaut mieux qu'il ait un iPad. Un graphiste professionnel. Donc du coup, on ne peut pas définir le mot pro. Le mot pro n'a pas qu'une seule définition, le mot travail n'a pas qu'une seule définition non plus. Et je pense que c'est pour ça que Apple a commencé à utiliser l'appellation studio, pour justement commencer à faire un peu de différenciation, et que le mot pro, ce sera plutôt les cols blancs, ceux qui font de l'Excel, et ceux qui font de la vidéo, ce sera plutôt du studio. Donc je ne serais pas étonné qu'il y ait des MacBook Studio qui arrivent dans pas très longtemps, qui justement répondent à ça. Et que vous voulez faire de la vidéo 8K, machin, comme il fait Vadim, vous prenez un MacBook Studio. Pour faire du travail dans un bureau, prenez un MacBook Pro.
Et à ce moment-là, on ne sera plus dans cette impasse, en fait. Donc tu veux dire qu'il y aurait trois gammes de portables, il y aurait les Air, les Pro et les Studio, c'est ça? Ouais, moi je serais pas étonné de voir ça, effectivement. Ouais. Pourquoi pas. Bon, en tout cas, le trimestre en cours, en tout cas celui qui vient de se terminer fin juin, je ne sais pas comment vous l'avez senti. On se souvient qu'Apple avait anticipé un manque à gagner de 4 à 8 milliards de dollars sur le trimestre à cause de la pénurie de composants, des confinements en Chine, etc. Apparemment, JP Morgan est plutôt plus optimiste que pessimiste sur la manière dont le trimestre s'est terminé. Ils ont observé les temps de disponibilité, les délais entre le moment où on commandait un produit Apple sur le site et le moment où on le recevait. Apparemment, ces délais ont plutôt eu tendance à se raccourcir, en tout cas aux US. Alors, c'est pas valable dans le monde entier. Hein. En Europe, les délais sont restés relativement longs. Au Japon, pour le Mac, ils ont plutôt eu tendance à raccourcir, un peu comme aux US. Et donc, la prévision pour le trimestre qui a donc pris fin juin et dont les résultats seront annoncés le 28 juillet, est finalement pas si mauvaise, Ellie. Est-ce que c'est le sentiment que tu as? En France, en tout cas, la demande est pas si forte que ça, mais elle s'est quand même maintenue. Donc ça peut vouloir dire deux choses. L'analyse de JP Morgan, c'est les délais se réduisent, ça veut dire qu'Apple augmente sa production. Ça peut être aussi les délais se réduisent parce que les ventes sont moins fortes. Ouais, c'est ce que disait François dans la quotidienne, c'est ce qu'il laissait entendre. Et oui. Oui, dans ce cas-là, c'est pas bon signe. Non, moi, je pense que ça sera pas un mauvais trimestre. Hein. Franchement, ça sera un bon trimestre, peut-être pas aussi bon qu'il aurait pu être. Bon, ils avaient perdu 6 milliards au trimestre précédent. Mais ça, c'est à cause de la guerre. Oui. Soyons précis, ils ont gagné moins de milliards, hein, ils n'ont pas perdu 6 milliards. Ils auraient gagné 6 milliards de plus, en fait, c'est ça que ça veut dire. Oui. C'est ça que ça veut dire. Mais tu sais, c'est les récoltes de blé en Ukraine, hein, c'est la base de tout. Et l'augmentation du prix des pâtes, c'est ça. Bien sûr. Exactement. Bon, à faire cuire sur son MacBook Pro qui tourne à 108 degrés. En tout cas, l'un des principaux fournisseurs de TSMC, vous savez, c'est ce géant qui fabrique les processeurs A et M pour Apple. TSMC, donc, l'un de ses principaux fournisseurs, prévient qu'il va devoir augmenter ses prix. Il y a plusieurs raisons concomitantes. Il y a l'augmentation du coût des matières premières, l'augmentation du coût de l'énergie aussi, et puis la faiblesse du yen face au dollar, parce que le yen n'a jamais été aussi faible face au dollar depuis 24 ans. C'est un peu comme l'euro, hein, d'ailleurs, depuis quelques jours. Et donc, tout ça, c'est pour nous préparer à l'idée que TSMC fasse aussi augmenter ses prix, que les processeurs Apple coûtent plus cher, et donc que les produits Apple coûtent aussi plus cher bientôt. Apple l'avait anticipé. Encore Encore plus cher. Non, mais là, on est dans un phénomène, j'espère qu'aux États-Unis, ils vont faire comme en France, où il y a des demandes de plus en plus insistantes pour qu'il y ait une commission d'enquête parlementaire sur justement ce phénomène de prix. Parce qu'il y a certains produits qui ont augmenté de prix, et c'est justifié parce qu'on sait quels sont les composants qui rentrent dans ces prix-là. Mais il y a eu des enquêtes très sérieuses par différents organismes de défense de consommateurs et autres qui montrent qu'il y a des prix qui ont augmenté de 30 à 50% et qui n'ont aucune des matières premières concernées et qui ne dépendent pas de... Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a certains fabricants ou certains distributeurs ou certains constructeurs qui profitent de cette ambiance de prix qui augmentent pour augmenter leur prix alors qu'ils ne devraient pas le faire. Et je pense que dans certains cas, alors TSMC, j'en sais rien, mais on est dans un système où on a tellement donné l'habitude aux consommateurs que les prix augmentent, que c'est plus 7%, que c'est comme ça et que ça va être pire. Aujourd'hui, c'est pour dire qu'il y a un phénomène un peu qu'il faudra réguler un jour, parce que ces augmentations de prix qui impactent tous les consommateurs du monde ne sont pas forcément toutes justifiées. C'est ce que je voulais dire. Ouais, on est bien d'accord avec toi, je crois. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a quelques jours, TSMC a fait savoir
qu'ils avaient réservé leur première capacité de production en 3 nanomètres, on en a parlé, pour les futurs processeurs M2 Pro, M2 Max d'Apple. Bon, pas encore annoncé, mais on suppose que ce seront ceux-là. Et quelques heures plus tard, Samsung a diffusé une photo avec 3 de ses responsables en combinaison blanche de cosmonautes dans une usine de processeurs avec leur disque de processeur gravé comme par hasard en 3 nanomètres. Eh oui. Non, nous prums. Ouais. Bah, la différence, c'est que TSMC, en fait, on verra le processeur monter dans des Mac qui, eux, tourneront. Là, pour l'instant, on a vu des galettes. Donc, Alors, c'est bon, les galettes aussi. Oui, mais François n'est pas là pour nous parler de ces merveilleuses crêpes. Ouais, il faudra voir les capacités de production aussi. Parce que quand Apple demande quelque chose, c'est pas pour en faire 12, c'est pour en faire 50 millions. Alors... faut s'accrocher, faut suivre derrière. Voilà. Et dans ces cas-là, arriver 3 mois plus tard officiellement, c'est un petit coup de pub, c'est rigolo. Oui, finalement, c'est marrant de voir ces grosses entreprises, elles font comme les gamins dans une cour d'école, quoi. Moi d'abord. C'est ça, c'est exactement ça. Bon, allez, je crois qu'on est... Oui, bien sûr. Bon, je crois qu'on est mûr pour les rumeurs de la semaine. Les rumeurs de la semaine, on commence avec cette prédiction de Mark Gurman qui nous dit, en gros, pas de nouvel iMac avant 1 an, puisque ce prochain iMac serait équipé d'un processeur M3. Alors, M3 Pro, M3 Max, on ne sait pas, mais en tout cas, ce ne serait pas un M2, et donc ça veut dire forcément l'année prochaine. Y a pas... plutôt fin d'année prochaine. Fin d'année prochaine même. Ouais. Alors, ça vaut pour une évolution de l'iMac 24 pouces actuel, donc qui tourne sous M1. Ça vaut aussi pour un éventuel iMac Pro, puisqu'on parle du retour de l'iMac Pro. On parle donc d'un écran plus grand que le 24 pouces. Et là, ça pourrait être un M3 Pro ou un M3 Max à l'intérieur. Oui. Mais donc, si vous aviez des velléités à court terme, rabattez-vous sur une autre solution. C'est ça aussi qu'on peut sans doute penser. Ouais, François va être déçu. Oui, c'est vrai. Ben oui. Il a pas Jean-Christophe aussi. iMac, il en a eu 25 à installer la semaine dernière. Oui, mais pour lui il voulait un successeur en 27 pouces au moins. Et celui-là, il va pas. Oui, c'est vrai. Alors, est-ce que ce serait le premier iMac Studio pour filer la bobine que je tirais tout à l'heure? Pas idiot. Qui serait 27 ou 30 pouces, justement. Pas Pro. Moi, j'ai du mal à voir le retour de l'iMac Pro. C'était vraiment une machine exceptionnelle dans le sens, ils ont fait une exception parce qu'ils se sont plantés sur le Mac Pro. Ils n'étaient pas prêts, le Mac Pro poubelle de table, là. Ils n'étaient pas prêts pour en faire un autre. Donc, en gros, ils ont fait à la va-vite. Alors, je mets beaucoup de guillemets avec va-vite, parce que c'était une machine qui était très très bien conçue. Ouais. Mais ils ont pris un iMac, ils ont bien modifié le système de refroidissement pour pouvoir mettre un Xeon dedans. Et puis, ça a bien marché. Mais ils n'en ont jamais refait d'autres. L'iMac Pro, c'est pas, je vois pas bien à quoi ça peut servir. Le M1 était trop proche pour qu'ils en fassent un autre, je pense. Oui, probablement. Mais ce que je veux dire par là, c'est que du coup, on pourrait voir se dessiner vraiment une gamme où il y aurait l'iMac tout court, puis un iMac Studio, comme il y aurait le Mac Mini et le Mac Studio. Et puis, on va voir, est-ce que finalement, j'en arrive même à me demander, est-ce qu'ils vont faire de nouveau un Mac Pro, quoi, parce qu'on voit rien venir. Alors, s'ils l'ont annoncé, en fait. Ils ont annoncé que... il a dit, tiens, il manque plus le dernier, c'est le Mac Pro qui doit venir. Mais pour rappeler aussi quand même on a parlé du M2, des Pro, etc. Les machines en Mac M1, les Mac M1 sont toujours sont formidables. On disait justement, François, pour son école, là, ils en ont acheté pas mal. Ils vont être contents pendant plusieurs années. C'est pas des mauvaises machines. Bien sûr. Ça quand même, ça vieillit pas, ça vieillit lentement, ces machines-là. C'est vrai. Dire, Ouais, je confirme. Alors, autre question, cette fois plus court terme. On parle de la rentrée. Quel sera le diamètre de la prochaine Apple Watch ? Aujourd'hui, le grand modèle, entre guillemets, fait 45 mm.
L'écran de la prochaine Apple Watch frôlerait les 2 pouces de diagonale, 1 pouce 99 pour être précis, selon Ross Young, l'analyste spécialiste des écrans. Du coup, ça donnerait un diamètre total de l'Apple Watch peut-être à 47 mm, voire peut-être même à 50 mm. Est-ce que ça vous semble crédible, Ellie ? Pourquoi pas ? Aujourd'hui, vous savez qu'il y a la tendance à vouloir des grands écrans partout, donc même dans les Apple Watch. Bon, ça reste 50 mm. C'est quoi ? C'est entre 2 et 5 mm de plus. C'est pas... Ça passe dans un poignet, hein, mais en lisibilité, ça peut apporter des choses nouvelles. Ouais. Fabrice, tu y crois ? 50 mm En fait, ce que depuis qu'on en a parlé dans la quotidienne, je crois qu'on l'a pas évoqué, mais ce que j'ai entendu de plus, c'est que ce serait une 3e taille, dans le sens que du coup, ce qui est aujourd'hui, donc 40, j'ai déjà oublié, 40... 45 42, 45, je crois, aujourd'hui. Hein. 41, 45. 41, 45, oui. 41, 45 et 50. Il y aurait ça, il y aurait la gamme des 3. Peut-être que ce serait lié avec au nouveau modèle plus sportif, plus résistant. L'Explorer Edition, comme on dit. L'Explorer Edition. Voilà. Donc peut-être que ce serait ça. Peut-être que ce serait une extension de la gamme. Alors, ce que j'aurais envie de dire, ce que j'espérerais, parce que moi, sur mon poignet délicat, le grand modèle, je trouve déjà un peu grand. Et donc l'augmentation de la taille des écrans, les capacités de la montre, les capacités logicielles évoluent et on fait plein de trucs, et notamment on a bien vu sur WatchOS 9 par exemple, il y a les notifications, ça m'a frappé, ça arrive comme un bandeau en haut de l'écran sans prendre la totalité de l'écran comme sur un iPhone, donc il y a un bandeau en haut, une bannière en haut. Ça fonctionne bien sur des écrans plus grands, parce que du coup ça veut dire qu'on a d'autres infos en dessous, et donc c'est ça qui milite pour ça va avec, les deux avancent en même temps, augmentation des capacités et l'augmentation des tailles d'écran. Mais on a vu aussi, il y a une limite à l'augmentation de la taille des écrans sur les smartphones, qu'ils soient iPhone ou autres, et il y a un moment c'est trop grand, quoi. Alors je dis pas que c'est trop grand encore, ça je l'ai pas vu, et puis il y a des gens qui ont d'abord et qui sont plus grands que moi et c'est pas difficile, et puis et qui aiment ça aussi, bon, très bien, donc ça ajoute, tout ce que j'espère c'est que ça ajoute du choix plutôt que ça remplace, et que ce soit une course à l'agrandissement des écrans tout court. À propos des AirPods Pro 2, on les attend aussi à la rentrée. On a beaucoup parlé de nouvelles fonctions avec de nouveaux capteurs liés à la santé. On est plutôt dans une tendance au repli vers des améliorations purement audio, avec potentiellement le support du lossless. Bon, j'ai déjà dit à Fabrice que je voyais pas trop l'intérêt, mais tu vois toi l'intérêt, Ellie ? Si, moi j'aimerais bien pouvoir écouter du lossless sur un produit Apple, de la musique Apple sur un produit Apple, comme c'est étonnant. C'est cool. Mais tu fais la différence entre du lossless et du non lossless sur des écouteurs comme ça intra-auriculaires ? Je te dirais quand je l'aurais écouté, mais il semblerait que oui, on puisse. Alors après, est-ce que je suis capable de faire la différence entre morceaux lossless ou pas ? J'ai écouté en tout cas ce que je pouvais faire, et a priori, il y a quand même une petite différence. Je ne suis pas un grand spécialiste du son, et puis je n'ai peut-être pas la sensibilité auditive que j'avais quand j'avais 20 ans, mais en même temps, comme je n'ai jamais fait de concert de hard rock, je pense que mes capacités auditives sont restées à peu près intactes. Bon, en tout cas, je pense que le gain sera moins flagrant que l'arrivée du spatial audio. Qui est quand même le spatial audio, là aussi, ça demande de l'ampleur sonore, c'est même la définition de l'audio spatial, et sur les intra-auriculaires comme ça, quelle que soit la qualité, ça s'entend vraiment quand même. On entend vraiment la différence. Non, mais on entend une différence. Après, est-ce que c'est mieux ? Bon, ça, c'est une question de goût, on en a déjà parlé ensemble. Non, on entend la différence, mais en termes d'ampleur sonore, il y a quand même vraiment des vraies limites physiques de ces écouteurs intra-auriculaires, même AirPods Pro.
Et voilà. Alors, à côté de ça, le fait que des écouteurs se concentrent peut-être finalement sur la musique plutôt que sur autre chose, ça me paraît peut-être pas une mauvaise idée non plus. Hein. Je suis d'accord avec toi. Mais pour rebondir et faire un lien avec la rumeur précédente, il semblerait que l'Apple Watch, qui va arriver prochainement, finalement ne vous donnera pas votre température. Je ne sais pas si vous en avez parlé. En fait, elle vous dira si vous avez de la fièvre ou pas. En vous disant, il me semble que vous avez de la fièvre, allez prendre un thermomètre. Comme tu ça, as l'air bien chaud. Pas trop. Tu as l'air bien chaud, mon Élie. Tu as l'air bien chaud. Ouais. Donc, parce qu'ils ne veulent pas prendre le risque, on en avait parlé, de donner une mauvaise température. Dire vous avez l'air d'avoir de la fièvre, ça n'engage pas beaucoup. Tu peux prendre ton thermomètre. Vous avez entre 37 et 40, allez donc prendre votre température. Donc, évidemment, c'est pareil pour les AirPods Pro. Il ne faut pas qu'ils sortent une fonctionnalité qui pourrait être contestée. Ouais. Le jour où ils seront sûrs qu'ils auront une algorithmie permettant de donner la température exactement comme dans un thermomètre, ils la sortiront probablement sur une Apple Watch et probablement sur un AirPod. Pourquoi pas ? Mais c'est vrai que la prise de la température dans l'oreille est particulièrement fiable avec un thermomètre qui fonctionne comme ça. Donc, à la limite, c'est vrai, pourquoi pas envisager de doter les AirPods Pro d'une fonction thermomètre ? C'est pas idiot. Parce qu'ils ont une V3. Une chose à la fois. Lossless USB-C, c'est déjà bien. Hein ? Attends, il faut bien vendre une l'an prochain. Alors, d'abord, oui, c'est ce qu'on avait dit dans la quotidienne, et ça, je suis bien d'accord avec toi, Elie. Mais tant qu'on se met pas un thermomètre pour écouter la musique, ça. Exactement. Des fois, si on a beaucoup de fièvre, des fois, on peut se tromper, du coup. Mais tous ces appareils aussi sont là pour. Hein ? Allô, docteur ? Oui. Je ne vous entends pas. Ah, ça y est, on l'a perdu. Non, mais c'est bon, c'est bientôt les vacances. Bon, on va pas réussir à reprendre, là, c'est pas possible. Tu disais, Fabrice. Je disais, avant d'être brillamment interrompu, que tous ces appareils-là de prise de température, de rythme cardiaque, etc., c'est tout ce qui participe de la quantification de nos vies. Et la montre est capable de faire, ou sera capable, par exemple, de faire un suivi température sur toute la journée, mais les AirPods, on les porte pas toute la journée, donc c'est moins utile pour ça. Et faire un appareil qui permette de prendre la température à 37,2, c'est pas le business d'Apple en fait. Ils vendent pas de produits médicaux, uniquement médicaux. C'est pour ça que le fait qu'on se moque un peu, et moi le premier, du fait que tiens, vous avez peut-être de la fièvre, c'est surtout parce que la montre, si c'est avéré, pouvoir faire un suivi, et au bout d'une semaine, 10 jours, 15 jours de suivi global, pour dire tiens, il y a un changement. C'est plutôt ça en fait. Ma montre, des fois, elle me dit tiens, le rythme de respiration de la semaine a changé. Bon. Ouais. Donc je pense que c'est plutôt ça. Et du coup, ça correspond pas tellement, j'avais pas réfléchi avant, mais aux AirPods qu'on ne garde pas toute la journée. Donc pour faire un suivi toute la journée, ça, c'est pas utile. Ouais. C'est plus l'Apple Watch. Ouais. Et oui, et puis on avait déjà dit dans une autre émission de faire attention avec une Apple Watch. Alors s'il faut prendre sa température avec des AirPods, attention, vous mettez vos AirPods, hein, parce que bon, franchement... Bon, et puis la dernière rumeur de la semaine, elle concerne le futur casque de réalité augmentée. La présentation en janvier semble de plus en plus probable, crédible, même si évidemment rien n'est encore confirmé. Et il est question de Jon Favreau à la tête d'une équipe de production. Alors c'est lié à la série Préhistorique Planet. Ouais. On en a parlé ensemble, Fabrice, dans la quotidienne. Je ne sais pas si tu l'as vu, Elie. Mais oui, c'était mon coup de cœur. Mais oui. Et Jon Favreau aurait été chargé de créer du contenu pour le futur casque de réalité augmentée à partir de ces dinosaures, justement.
Oui, mais Jon Favreau est sur tous les sujets d'actualité. Vous savez que c'est Monsieur Marvel, hein, puisque c'est lui qui a été l'instigateur et le producteur de Mandalorian. C'est lui qui a travaillé sur des Marvel de style Avengers, etc. Et donc, il est dans cet univers où il arrive à faire des effets spéciaux incroyables, des choses comme ça. Et le fait qu'Apple ait réussi à l'attirer dans son univers, et en l'éloignant un tout petit peu de Disney, mais ils sont quand même amis, ben c'est en tout cas très beau coup pour Apple. Bon, à suivre, hein. On en saura plus à la fin de l'année, au moment où on se rapprochera de cette date du mois de janvier, avec peut-être la présentation de ce fameux casque de réalité mixte. Les mises à jour de la semaine, les bêta 5 sont arrivées. Alors pour toutes les versions actuelles de nos systèmes d'exploitation respectifs, on parle donc de la bêta 5 d'iOS 15.6, d'iPadOS 15.6, de tvOS 15.6, de macOS Monterey 12.5 et aussi de watchOS 8.7 si je ne m'abuse. Est-ce qu'on est en train de finaliser, à votre avis, les dernières mises à jour des systèmes actuels avant l'arrivée des nouveaux OS qui ont été présentés à la WWDC 2022 à la rentrée? Sauf bug ou faille de sécurité, probable, parce que on a déjà eu du bêta 7, voire même du bêta 8, hein, mais là, l'été n'est pas propice à sortir des nouvelles fonctionnalités, en tout cas. Et là, la bêta 5, on ne sait pas ce qu'elle fait. Aucune des versions. On a zéro information. Donc, ça doit corriger des petits bugs et des failles de sécurité, sans qu'on en sache beaucoup plus. Bon, mais ça veut dire qu'on pourrait avoir une bêta 6 ou voire une bêta 7 à la sortie des vacances, avant l'arrivée effective des nouveaux OS. Oui. De toute façon, il y aura obligatoirement une mise à jour Monterey avec l'arrivée du M2. Ça sera une mise à jour, le MacBook Air, je veux dire. Hein. Il y aura une petite release. Il y a déjà eu, du coup, pour le MacBook Pro 13 pouces M2, il y a eu une petite mise à jour pour ça. C'est ça. Donc, mais il risque d'y en avoir une pour le MacBook Air. C'est pas indispensable, mais s'il y a une petite fonctionnalité, particularité dans une des gestions quelconques, et il corrige en même temps des petites choses au passage. Donc là, on parle bien de bêta 5 développeur. Hein. Oui. Il ne s'agit pas de bêta public. Non. Donc à récupérer et à installer avec grande précaution si vous le faites. Une mise à jour aussi, cette fois du firmware de la télécommande de l'Apple TV. Ellie. C'est assez incroyable. Enfin, une mise à jour. Mais comment on ne sait pas ce qu'elle fait, ce qu'elle règle ou ce qu'elle rajoute. Nous sommes très contents qu'il y ait une mise à jour, enfin, de la télécommande Siri de l'Apple TV. Mais on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. Alors, oui, on est content, mais c'est ça. Bon, je vais vous raconter ma vie. Donc, j'ai un Apple TV 4K. Ma télécommande Siri, du jour au lendemain, a cessé de fonctionner. Elle ne s'allume plus du tout. Donc, je ne sais pas du tout ce qui se passe. C'est l'appli Remote sur mon iPhone qui me permet de continuer d'utiliser mon Apple TV depuis. J'ai plus de télécommande physique. Je vais voir si j'arrive à installer cette mise à jour du firmware. Peut-être que ça ressuscitera ma télécommande. Mais comment on ne sait pas comment l'installer? En fait, les conseils qu'on a pu avoir, c'est branchez-la pour la charger sur votre Mac et non pas sur un chargeur, parce que lui n'a pas de possibilité de télécharger. Et peut-être par miracle, quand vous allez regarder la version, vous allez voir qu'elle change. Voilà. Priez. Ouais, c'est ça. Faites la danse du ventre ou de la pluie en cercle dans votre c'est salon. comme pour les mises à jour des AirPods et tout ça. Et des HomePod parfois. C'est pareil. Donc, en fait, en tout cas, vous êtes au courant, elles existent. Allez, après cette incertitude, on va revenir dans le concret, même dans l'assiette, puisque c'est l'heure du dîner d'Ellie. Entrée, plat, dessert, on passe à table, Ellie, avec toi. Par quoi on commence? On va faire un petit buffet froid aujourd'hui parce que c'est l'été, il fait très chaud à Nice, 35 degrés là. Donc, ouais. Et magnifique. Donc, une petite intro toute fraîche, sous forme d'une question.
est-ce que les studios à Amblin, que vous connaissez, puisque c'est les studios de Steven Spielberg, seraient fâchés avec Tim Cook? Pourquoi ça? Pourquoi donc? Eh bien, écoutez, figurez-vous, je suis allé voir le dernier Jurassic World, le monde d'après, vous savez. C'est toi? Oui, c'est moi. J'étais le spectateur qui suis allé le voir. Mais en plus, j'ai aimé. Donc, je suis comme ça. J'aime bien les films comme ça. Et ce qui m'a vraiment frappé, c'est qu'à un moment donné, il y a le grand méchant d'une société de biotech qui veut utiliser l'ADN des dinosaures pour plein de choses. Et la première fois qu'il apparaît à l'écran, j'ai cru rêver. Ils ont fait un sosie de Tim Cook. La première image, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait dans ce film, Tim? Et en fait, non, il ressemble beaucoup. Les mêmes lunettes, les mêmes cheveux, etc. Façon de parler. Bon, j'ai trouvé ça très, très rigolo. Et donc, il a évidemment une forteresse de grands méchants qui est située dans l'Arctique et qui est un anneau circulaire avec les dinosaures au milieu. Donc, je me suis dit, non, mais quand même, il se moque. Voilà, donc c'était une petite entrée fraîche, mais moi je me suis bien marré quand j'ai vu ça et je me suis dit mais quand même. Mais c'est pas le fruit de tes obsessions légendaires, tout ça, non? Non, ceux qui ont vu le film pourront réagir sur Twitter. D'accord, bon. Voilà. Bon, mais tu demandes s'ils sont fâchés avec lui, c'est dégradant ou pas? Parce que c'est le grand méchant. Mais il se fait manger à la fin. Ah bah oui. Bon, c'est bon, tout va bien. Mais oui, il se fait manger, mais il fait plein de saloperies avant. Donc, non. Oh, il a raconté la fin. Oh, bah pardon, non, mais non, mais on sait. Non, on sait dans Jurassic. Ils se font toujours manger à la fin. Bip, que le méchant se fait toujours manger à la fin. Mais oui, ces pauvres dinosaures, ils ont faim. Bah oui. Bon, on continue le buffet froid? Non, là, on va mettre un petit plat, un petit plat tempéré. Est-ce que vous avez vu la nouvelle carte de l'ARCEP? La carte de quoi d'abord? Vous savez que l'ARCEP, c'est le grand gardien des fréquences radio, Internet, etc. C'est l'autorité de régulation de tout ça. Eh bien, figurez-vous qu'ils ont sorti une nouvelle carte qui est très très pratique. Alors, je vous donne le tuyau, vous pouvez l'essayer en temps réel sur vos machines si vous voulez. Vous allez taper « Ma connexion Internet », en un seul mot, ma connexion Internet, .arcep.fr. Donc c'est tout nouveau. Et là, vous arrivez sur une carte, vous tapez votre adresse, donc après il faut taper le nom de la commune, l'adresse, etc. Et vous allez voir apparaître votre maison ou votre immeuble, si vous avez tapé votre adresse. Et là, en cliquant dessus, ils vont vous donner les débits disponible de toutes les connexions possibles. C'est-à-dire, ils vont vous dire, en fibre, vous avez tel et tel opérateur qui vous donnera telle et telle vitesse en réception, en émission. En ADSL, la même chose. En 4G, la même chose. Pour l'instant, c'est l'ARCEP. Ils ne sont pas encore en 5G. Je ne sais pas pourquoi. Mais vous pouvez aussi avoir la connexion satellite. Mais ils n'ont pas mis Starlink. Ils sont un peu vilains quand même. Voilà, donc c'est assez rigolo parce que vous pouvez choisir comme ça, c'est une base, une garantie minimum, parce qu'ils ne vous donnent pas le maximum, de réception. Ça vous permet de tester différents opérateurs, différents fournisseurs d'accès, etc. J'ai trouvé la carte assez bien faite et assez précise en fait. Voilà, donc voilà une petite chose à tester. Vous allez passer un petit moment, vous pouvez tester différentes adresses, c'est assez rigolo. Super, merci pour le tuyau. Avec plaisir. Et on va finir le dîner avec un petit dessert. C'est un peu rigolo. Donc j'avais mis comme accroche. Qu'est-ce qui ressemble à un macaron aplati et qu'on peut mettre partout? Dans l'univers Apple, bien sûr. Un AirTag. Mais oui, parce que figurez-vous qu'il y a des gens qui ont le temps, donc ils font des enquêtes. Qui les mangent. Donc, ils ont sorti un best-of, ils ont sorti les 5 endroits les plus insolites où vous pouvez mettre un AirTag et où vous n'auriez pas pensé. Et évidemment, comme François n'est pas là, on va éviter les grivoiseries. Donc, pour les AirTags. Donc... Bonjour François. Sans vous en rendre compte ou... Non. Donc, non, mais c'est une enquête tout à fait sérieuse parce que ça vient de CNET. Tu sais, CNET, c'est quand même des gens qui sont plutôt sérieux. Et donc, ils nous ont sorti les 5 endroits auxquels vous n'auriez pas pensé. Donc, savez-vous, en numéro 1, vous pourriez placer un AirTag dans une tente. Pourquoi ?
Parce que quand vous allez faire du camping dans les bois, etc., que vous allez faire ensuite une randonnée, figurez-vous que vous pouvez vous perdre dans la forêt et vous ne savez plus où vous avez planté votre tente. Ha! C'est con s'il commence à pleuvoir et tout. Donc, si vous avez mis un AirTag dans votre tente, vous pouvez revenir. Fallait y penser. Voilà. La deuxième chose, mettez un AirTag dans la poche de votre blouson ou de votre veste. Parce que très souvent, vous allez le laisser dans un restaurant, chez un copain, et vous dites « Mais j'ai mis où mon blouson ?» Eh bien, grâce à un AirTag, vous pouvez revenir le chercher. C'est dingue ou pas? Ça, c'est le numéro 2. Il y en a comme ça 5. Hein. Numéro 3, mettez-la dans une valise. À l'intérieur, évidemment, parce que si vous mettez votre AirTag à l'extérieur de la valise, on va vous le piquer immédiatement. Mais si vous le mettez à l'intérieur et que vous ne voyez pas arriver votre valise, ben vous pouvez essayer de la traquer pour voir si elle est restée dans un aéroport quelconque ou si elle est bloquée dans le triage de bagages à côté. Bon, bref, ok. Après, on arrive dans des choses... Je pense qu'ils sont arrivés... Là, ils ont essayé d'en faire 5. Hein, donc, disons que les premiers, bon, on peut se dire, ok. Mais alors, les 2 derniers... la valise, c'est quand même assez classique. Hein. Oui. Ils sont pas foulés, là. Hein. Mais en même temps, ils n'ont pas beaucoup d'imagination. Parce que là, vous allez voir, les 2 derniers, on y avait déjà pensé. À l'intérieur du sac qui contient votre ordinateur, bah oui, parce que si vous avez... Ben ça, on en avait parlé avec Guillaume. Hein. Guillaume, c'est ça. Ben oui, si vous avez perdu ou qu'on vous a volé votre sac avec votre ordinateur et que vous avez un AirTag à l'intérieur, il y a des chances que vous puissiez le retrouver. Et la dernière, dans un vélo, mais si possible caché, parce que si vous le mettez visible, on va vous le piquer aussi. Donc on vous vole votre vélo, ben, si vous avez caché un AirTag, j'en sais rien, sous la selle, scotché, bon j'en sais rien moi, il y a des endroits peut-être où on peut le mettre, et que vous le perdez ou qu'on vous le vole, vous pouvez le retrouver grâce à un AirTag. Tadam! Tadam! Voilà les 5 best-of. Bon, ça vaut ce que ça vaut, c'est un petit dessert, hein. C'est pas moi qui l'ai fait, mais j'ai trouvé rigolo que les mecs fassent une enquête et qu'ils publient un article entier pour vous expliquer où vous pouvez mettre un AirTag. Non mais c'est vrai qu'on a plutôt intérêt à aller... Si on a acheté une boîte et qu'on en a un ou deux en rab, c'est pas idiot du tout. Moi je pensais aussi avec cet été qui arrive et ces endroits où on va se garer au milieu de milliers d'autres voitures, juste en mettre un dans sa voiture pour retrouver sa voiture sur un parking, c'est bête, mais ça peut être très très pratique aussi. Moi je l'ai fait depuis le départ. Hein. Bah oui. Pas seulement pour retrouver sa voiture sans vous la sachant qu'il y a des voitures qui permettent de faire ça maintenant, parce que il y a une application pour la voiture pour démarrer la clim à distance et du coup aller géolocaliser et on peut faire même sonner le klaxon dans le parking parce qu'on trouve plus sa voiture. On appuie sur l'application, mip mip, je suis là-bas. Ah, c'est bien, moi ça. j'ai ça aussi, mais j'avais mis l'AirTag parce que je me suis dit pourquoi pas, parce que le système de géolocalisation de l'AirTag est très sympa, donc des fois ça... Oui, mais c'est les deux. Ouais. Mais essaye de faire klaxonner ton AirTag. Ah, j'ai fait ça. Pas. Ah non, klaxonner l'AirTag. Il y en a qui ont essayé, oui. Voilà, bon, merci. Voilà. Merci Ellie pour ce dîner de début d'été, rafraîchissant et sympathique comme à chaque fois. Nos coups de cœur de la semaine. Alors, allez, je demande à la bonne franquette. Ellie, tu fais la grimace. Fabrice, tu as un petit coup de cœur? Bah oui, une petite application comme j'aime bien en parler, une autre application que j'utilise tout le temps, qui a eu un regain d'activité avec l'arrivée des Mac ayant une encoche. C'est que du coup, il y avait un peu moins de place dans la barre de menu. Et d'où l'intérêt d'utiliser une petite application qui s'appelle Bartender, B-A-R-T-E-N-D-E-R. Donc qui est un jeu de mots sur le bar, là, comme la barre de menu, et puis celui qui tient un bar, et qui permet de ranger toutes les petites icônes qu'on peut avoir dans sa barre de menu s'il y en a trop, parce que de temps en temps, on a une barre de menu pleine de menus, et puis à droite, on a l'heure, la date, etc., et puis tout un tas de résidents qu'on a sur son Mac, comme l'icône de Dropbox, l'icône d'un scanner, etc., qu'on peut masquer
derrière un petit bouton à 3 petits points. Et du coup, ça raccourcit sa barre de menu et on ne garde visible que ce qu'on veut vraiment voir et pour avoir un accès en un clic sur un certain nombre de trucs. Voilà, Bartender, ça coûte 20 €, c'est un peu cher. Donc si on a un abonnement comme moi j'ai à Setapp, qui est ce Netflix des applications, c'est dedans. Setapp, c'est un truc qui est fait par MacPo, les camarades qui font Clean My MacX. Ouais. Voilà, et c'est inclus dedans. Sinon, voilà. Donc on peut aussi l'essayer. Hein. Il y a une version d'essai. Moi, je trouve ça bien pratique parce que des trucs dans les barres de menu, moi j'en mets plein. Et puis des fois, c'est pas toujours utile d'avoir l'icône totalement visible tout le temps. Voilà, Bartender, B-A-R-T-E-N-D-E-R, qu'on peut trouver sur macbartender.com, tout attaché. Merci beaucoup, Fabrice, pour ce coup de cœur. Mais moi, mon coup de cœur, alors j'aurais pu le faire la semaine dernière, mais c'est Obi-Wan Kenobi, la série sur Disney+. Alors, 6 épisodes, c'est relativement court. J'avoue que je suis estomaqué par le niveau de qualité de cette série, qui mériterait d'être projetée au cinéma sur grand écran comme un Star Wars, tellement c'est extrêmement bien réalisé. Enfin, c'est d'un niveau visuel digne d'un Star Wars. Oui. Et j'avoue que j'ai adoré cette extension de l'histoire entre Obi-Wan Kenobi et Dark Vador. Ça rappelle tellement de souvenirs. Revoir ces deux-là s'affronter, mieux comprendre leur relation, leur opposition. C'est vraiment un petit bijou et ça nous laisse sur une fin qui appelle une saison 2, j'espère en tout cas. J'espère. Et puis voir Leia enfant, ça vaut son pesant de cacahuètes. Ouais, elle est extraordinaire. Bon, racontez pas trop, j'ai pas vu. D'accord. En tout cas, c'est une jeune actrice de 10 ans qui incarne Leia, qui est assez géniale aussi. Et puis on a aussi un petit aperçu de Luke, tout gamin aussi. Enfin voilà, si Star Wars veut dire quelque chose pour vous, vraiment, moi je vous conseille de vous mettre devant cette série Obi-Wan Kenobi, qui est vraiment un régal à tous les niveaux. Topissime. C'est la fin de cet épisode 98. Merci infiniment de votre fidélité, de vos avis sur Apple Podcast, de vos notes 5 étoiles. On a besoin de vous. Vous êtes nos meilleurs ambassadeurs et donc prenez quelques instants pour nous dire tout le bien que vous pensez de ce podcast. On est à 2 numéros du numéro 100. On vous en reparlera la semaine prochaine, mais évidemment il va se passer quelque chose, d'autant que ce sera notre dernier numéro de la saison. Et donc on va fêter ça et on espère que ce sera avec vous. Je vous rappelle patreon.com/iWeek pour devenir membre de la communauté iWeek, tout en soutenant votre podcast préféré. À partir d'1,50 € par épisode. La formule va évoluer à la rentrée, on vous en reparlera. En tout cas, d'ici là, c'est super important pour nous. Et puis, vous bénéficiez chaque semaine d'un bonus qu'on enregistre dans la foulée de l'épisode hebdo. Et ça, c'est uniquement pour nos contributeurs Patreon, notre communauté. C'est notre manière à nous aussi de vous remercier pour votre soutien. On vous rappelle aussi la quotidienne iWeek, notre podcast quotidien du lundi au vendredi. Le compliment indissociable de la semaine Apple, un podcast qui est désormais gratuit, 5 grosses minutes par jour avec les 5 infos essentielles sur Apple et l'écosystème. À 2 voix, vous en avez pris l'habitude. On est très très heureux de vous retrouver tous les jours pour ces news quotidiennes. Merci d'avoir été là, Fabrice. Merci à vous deux, un bien chouette moment comme d'habitude. Absolutely, thank you very much, et merci aussi à toi, Ellie. On te souhaite plein de courage pour cette semaine cette grosse semaine qui nous sépare de l'arrivée du MacBook Air M2. Ça va être bien. Ouais, ça va être bien.
Passez une très bonne fin de semaine, un bon week-end, bon départ en vacances si vous partez, bon courage à ceux qui restent et qui bossent, et puis on se retrouve la semaine prochaine, jeudi, pour l'épisode 99. Salut à tous, bye bye, à très vite, ciao. Bye. Salut à tous, bye bye.